Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'information pour le format commandeur de Magic. Je suis Eronim et je serai votre commandant durant toute cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier, puisque ça n'est pas un sujet, c'est plusieurs sujets. En fait, je vais vous faire un résumé du Grand Prix Lille, auquel j'ai participé du coup les 26, 27 et 28 octobre. De cette année, évidemment, c'était pas l'année dernière. Donc, alors, pourquoi est-ce que je vous fais un résumé? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui touchent au commandeur, d'autres qui ne touchent pas directement, mais qui ont un impact sur la chaîne, et j'aimerais vous en parler, puisque ça vous intéresse aussi quand même, vous êtes là, vous nous suivez, donc c'est normal que je vous en parle. Donc, tout d'abord, alors, on va commencer par la chose principale. Si jamais vous aimez la vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir discuter encore avec vous, de voir que vous la partagez avec d'autres personnes qui découvriront cette chaîne. Même si c'est pas forcément la meilleure vidéo pour découvrir cette chaîne. Voilà, ça c'est dit. Du coup, sujet principal, le Grand Prix Lille. Alors, que dire du Grand Prix Lille? Il s'est passé pas mal de choses, j'y suis allé du coup les 3 jours. Alors normalement, on était censé se retrouver avec plusieurs personnes, plusieurs youtubeurs, etc. Le dimanche pour faire une sorte de grosse assemblée générale, on va dire, et avec les abonnés qui souhaitaient nous suivre, etc. Bon, ça ne s'est pas vraiment fait. J'ai malheureusement pas pu croiser notamment Val et PL qui, si vous ne le savez pas, ils streament sur Magic Arena. Et ils font également des vidéos. Qui sont d'ailleurs de très bonne qualité, je vous conseille si jamais vous voulez jouer en standard ou tout simplement jouer sur Magic Arena. Voilà, faites-vous plaisir. Je fais de la pub un petit peu pour eux, mais bon, je ne pense pas qu'ils en aient réellement besoin. Ils ont beaucoup de succès et c'est tout à leur honneur. En tout cas, j'admire beaucoup ce qu'ils font. Donc, voilà, on était quelques youtubeurs à devoir se réunir normalement, à peu près toutes les échelles, hein, du plus petit au plus grand. Et bon bah ça s'est pas réellement passé parce que bon moi j'étais un peu pris au niveau du temps que j'avais pour le dimanche parce que bon il fallait quand même que je parte suffisamment tôt pour pouvoir rentrer à une heure décente chez moi. De l'autre côté, tout simplement, j'ai balancé la vidéo pour vous prévenir que j'y allais et qu'on essaierait de se rencontrer un peu tard. Ça je m'en excuse et je voulais vous prévenir bien en avance que du coup je serai au Grand Prix, ou plutôt au Magic Fest de Strasbourg, qui aura lieu du coup au mois de février, puisque c'est encore plus près de chez moi que Lille. Donc du coup, vous le saurez, je vous referai une vidéo où on essaiera de présenter un petit peu ce qu'on pourra organiser sur ce week-end-là. Et j'y serai certainement les 3 jours, hein, voilà, tant qu'à dire. Et il y a probablement le Magic Fest de Lyon, mais par contre lui il se déroule dans un an, donc du coup on a le temps de voir venir. Donc, même si ça a été un petit peu on va pas dire un échec, mais que ça n'a pas été la grosse réunion des streamers, youtubeurs français qu'on attendait, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez important pour nous. Alors quand je dis nous, je parle aussi de la personne qui avait organisé à la base cette rencontre et qui avait proposé, c'était Florian MTG, que vous pouvez retrouver sur YouTube également. Il fait des vidéos plus en amateur, mais pour lui en fait ça lui semblait évident de pourquoi est-ce que aux États-Unis, alors qu'ils sont si nombreux, qui font des choses très différentes, ils se connaissent tous entre eux. Tous les créateurs de contenu YouTube ou des streamers Magic, ils se connaissent quasiment tous entre eux, et ça fait beaucoup quand on calcule. Voilà, moi je sais que même je les suis pas tous sur YouTube parce que j'ai pas le temps, voilà, tout simplement, de pouvoir regarder tout ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'ils sont sacrément nombreux et la plupart se connaissent entre eux. Et c'est dommage qu'en France, on est quand même si peu nombreux à faire du Magic, on n'ait pas autant de connexions. Donc voilà, ça c'est... Si jamais vous êtes youtubeur Magic, si jamais vous faites des streams Magic, écoutez, voilà. C'est pas commencer à dire ouais, on va faire des épisodes ensemble et tout, dans tous les sens, pour se balancer la communauté, faire tourner des abonnés. Non, c'est histoire de se dire, on fait du Magic, on joue à la même chose en fait, pas forcément sur le même format. Voilà, je ne joue pas qu'en commandeur, hein, rassurez-vous. Mais on n'est pas forcément intéressé par les mêmes formats, mais ça n'empêche qu'on peut quand même discuter du jeu ensemble et éventuellement des fois se faire des petites rencontres comme ça et papoter, faire 1 ou 2 épisodes spéciaux ensemble avec des idées à droite à gauche. Voilà. Enfin bon, c'est dommage de ne pas exploiter cette spécificité de la communauté française qui est quand même, il faut l'avouer, l'une des plus grosses communautés Magic en Europe. C'est quand même bien de le dire à un moment. On est quand même parmi les plus nombreux au niveau de la communauté européenne. Donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir cette solidarité, on va dire.
au niveau de Magic en français, du coup, voilà. Parce que bon, il y a aussi nos collègues québécois, nos collègues suisses et nos collègues belges notamment, qui peuvent, voilà, pourquoi pas se joindre à nous. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas encore ce regroupement, même si bah, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, donc c'est encore la genèse, on va dire, du YouTube français Magic. Donc j'espère que ça changera au fur et à mesure. On arrête de parler de cette organisation-là, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors j'ai fait du limité, oui, parce que je suis un fan du limité, en fait, de manière générale. J'aime beaucoup me décarcasser avec les cartes qui sont données dans l'édition. Donc j'ai fait du draft, j'ai fait du CD, ça a été intéressant, mais j'ai aussi fait du Commander, vous en doutez, puisque il y avait des side events. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'organisation des Grands Prix, il y a en fait 3 types d'events à un Grand Prix. Il y a le main event, donc c'est-à-dire l'event principal dans lequel il y a un format qui est donné, là c'était du standard cette fois-ci. De l'autre côté, on a les side events qui sont en fait des events organisés à heure fixe. On a un programme en fait qui est annoncé plusieurs semaines à l'avance où on dit à telle heure il y a du Commander, à telle heure il y a du Vintage, à telle heure il y a du Legacy, à telle heure il y a du Moderne, à telle heure il y a du Standard, à telle heure vous avez du Troll à 2 têtes en scellé. Voilà. Et à côté, il y a aussi des events à la demande, par exemple pour les drafts, typiquement c'est l'event typique des events à la demande. Tout simplement, voilà, vous vous inscrivez, hop, vous dites je veux faire un draft sur les guildes de Ravnica, bam, et puis dès que tout le monde est, enfin qu'il y a 8 personnes qui sont réunies, hop, vous êtes rassemblés pour faire un draft ensemble. Donc ça c'est les events à la demande. Il y avait aussi des events à la demande en Commander, Troll de tête Battle Bond et du Chaos Draft. Alors je vous avoue que je n'ai pas essayé l'event à la demande en Commander, tout simplement parce que la dernière fois que j'ai essayé, ça s'est mal passé, c'est-à-dire vous êtes le seul inscrit, donc écoutez, bah tant pis, hein. Voilà. Du coup, moi c'est les side events en Commander que j'ai pu faire. Alors, avant toute chose en fait, le vendredi on est allé voir avec ma chérie, puisqu'on avait fait un draft, on l'a fini plus tôt que prévu puisqu'on a perdu. On a voulu voir en fait où était l'event Commander du vendredi après-midi. Puisqu'il venait de commencer depuis moins d'une demi-heure, donc on s'est dit allez hop, on va aller jeter un coup d'œil. Et on a demandé au judge, il savait pas où il était. Et on a fouillé en fait dans toute la zone des side events, ce qui était logique, et on ne les a pas trouvés, pas d'affiches, rien. Donc, on a commencé à fouiner un petit peu plus large, et en fait on les a trouvés dans la zone des events à la demande. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 3. Oui, vous avez bien entendu. Ils étaient 3, on avait un deck Animatu, piloté par Emmerich, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Un deck, je vais y arriver, Atreus, et un deck Queen Marchesa, donc la reine Marchesa. Donc, vraiment intéressant parce que cette partie-là, il y a eu pas mal de rebondissements, on les a regardés du coup. On a suivi un petit peu ce qui se passait. Et le deck Animatu a gagné en fait à cause d'une combo. Une combo intéressante en 3 cartes avec l'hôtel de la couvée, Animatu évidemment, et le gardien Felidar. Gardien Felidar? Oui, gardien Felidar. Enfin, le chat qui fait blinker un permanent quand il arrive sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'hôtel de la couvée, si vous ne le connaissez pas, à chaque fois vous avez un autre permanent qui arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, chaque adversaire met la carte dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc, c'est le système de la meule, bien sûr, encore une fois, et tout simplement, à partir du moment où vous avez ça, Animatu et Felidar, vous avez en fait, vous allez meuler à mort vos adversaires s'ils n'ont pas de réponse. Ça va être, ok, Animatu est blinké par Felidar, ensuite Animatu revient sur le champ de bataille, elle blink Felidar avec sa deuxième capacité, puisque Animatu n'est plus le même Planeswalker, puisqu'elle a été exilée et puis elle est revenue sur le champ de bataille, donc du coup vous pouvez réactiver sa capacité, et ça fait ça en boucle, et à chaque fois qu'il y a l'un des deux qui revient, l'hôtel de la couvée fait en sorte que les adversaires se meulent tous de une carte. Donc du coup, il a meulé à mort tous ses adversaires. Et c'était tout juste d'ailleurs, puisque il y avait le deck Atreus qui avait énormément de... les apôtres nés des ombres, j'allais dire le nom en anglais, qui sont en fait l'une des combos l'une des grosses synergies avec Atreus, puisque elle se sacrifie pour aller chercher un démon gratuitement et le mettre sur le champ de bataille, et vous pouvez en avoir autant que vous voulez dans le deck. Donc autant vous dire qu'on en a vu beaucoup sur le champ de bataille. Mais voilà. Donc, partie assez animée, par Animatu, lol. Non, je déconne, il y a aussi Atreus qui a quand même fait pas mal de choses. Donc, vraiment intéressante à voir, et du coup... Normalement, je devais rencontrer le dimanche, j'en parle un petit peu comme ça en plein milieu, mais vous allez comprendre pourquoi. Je devais rencontrer dimanche Yannick, qui avait son deck Animatu qu'il m'avait proposé en fait. Il m'avait envoyé la decklist, et justement,
Et ben du coup on n'a pas pu se rencontrer, mais je pense que c'est... Avoir vu le deck de Emric va beaucoup m'aider dans d'autres conseils que je pourrais donner sur ce deck là, puisque je vais faire un deck mentor dessus, c'est-à-dire aider tout simplement quelqu'un à améliorer son deck. Donc vous allez voir la decklist de Yannick, et vous allez voir aussi les ajouts que moi je propose derrière. Donc voilà, comme ça Yannick pourra améliorer son deck s'il le souhaite, et si ça part dans la direction qu'il veut. Et de l'autre côté, vous, si jamais vous voulez faire un deck Animato, vous aurez ce que Yannick avait déjà trouvé par lui-même, ce qui était déjà très bien de mémoire, et de l'autre côté, ce que moi je propose en plus. Donc voilà. Alors ensuite, on peut parler du samedi, qui est le jour sur lequel j'ai fait le plus de commandeurs, puisqu'on a fait 2 tournois avec ma chérie, qui m'accompagnait d'ailleurs pendant les 3 jours. On a fait le tournoi du samedi matin, pour lequel j'espérais avoir un peu plus que 3 personnes, parce que bon, 3 personnes c'est quand même assez ridicule. Et on s'est retrouvé finalement à 9, donc on a fait 3 tables de 3. Pour vous expliquer, ces side events, ils se déroulaient en 2 rondes en fait. Et d'ailleurs, ce qui était assez rentable, puisque à partir du moment où vous aviez participé à une ronde, vous gagnez 20 tix. 10 tix étant égal à un booster, donc à peu près 3 euros. Ça faisait 40 tix pour au total si vous perdiez les 2 parties finalement. Et ça fait à peu près 4 boosters, donc pour 12 euros de valeur. Et vous vous inscriviez pour 15 euros, ce qui est quand même assez rentable mine de rien, même juste en perdant en fait. Donc la première ronde, elle s'est déroulée avec 2 personnes en face de moi. Donc d'un côté, on avait une cosplayeuse italienne dont j'ai oublié le nom, qui cosplayait Selvala, exploratrice sur le retour, donc la version blanc-vert. Et de l'autre côté, il y avait Steve, qui était un joueur belge, qui lui jouait un Animar combo, et moi je jouais un Muldrota. Voilà, Muldrota value, hein, voilà, il n'y avait pas de combo particulière, mais beaucoup de value dans ce deck. Que j'aime beaucoup, mais qui m'a fait n'importe quoi sur les 2 parties, comme ça vous êtes au courant. Et tout simplement, Animar Combo a gagné au tour 4, voilà, on va le dire assez rapidement, mais en 15 minutes, la partie était pliée, tout simplement, parce que j'ai pas eu de réponse, et parce que Animar Combo, c'était la 2e fois que je jouais contre un Animar. La dernière fois, ça n'était pas un combo, justement, et ça datait d'il y a plus de 4 ans, donc je pense que je peux dire en toute honnêteté que je ne connaissais pas bien le deck, ou du moins que je ne savais pas ce qu'il pouvait faire. On a pris une baliste qui était à 500-500, donc voilà, il s'est passé des choses, et malheureusement, mon autre adversaire, donc Selvala, je l'appelais comme ça, elle n'avait pas non plus de réponse à tout ce qui se passait. Donc du coup, ça a été assez vite réglé, et le petit LOLs, c'est en fait que les 3 tables ont fini au même moment, puisque il y avait un deck combo sur chacune des tables, hasard total des pairings, voilà, donc on avait un deck combo sur chaque table, et les 3 ont gagné au même moment, donc du coup, ça a été assez efficace, pour le coup, et je me suis retrouvé du coup sur une table de 3 joueurs à nouveau, avec en face de moi, une autre joueuse italienne qui jouait Kikijiki. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder la carte. Et de l'autre côté, j'avais à ma gauche Emric, donc j'avais rencontré la veille, qui jouait un deck Meren qu'il avait emprunté à un copain. Et bon, moi je connais Meren parce que c'est un deck, alors bizarrement que je n'ai jamais joué, c'est assez étrange parce que j'ai même le commandant, je sais qu'il est bon, j'ai envie de monter un jour, mais j'ai juste une flemme terrible de faire du sacrifice de créatures. Donc écoutez, c'est bizarre, mais voilà. Et Meren, en fait, j'ai beaucoup vu jouer, j'ai aidé à monter les decks parfois. Et c'est vrai que c'est quand même un commandant extrêmement solide. Donc du coup, je savais à quoi m'attendre. Sauf que Meren est sorti extrêmement vite, et surtout, il a eu un gros coup de main de ma part, parce que j'ai fait une connerie assez énorme. J'ai joué un Urborg, et malheureusement, Meren, Emric m'a sorti un Cabal Coffers, un coffre de la coterie, qui fait du mana noir pour chaque marée que vous contrôlez. Et comme tous ces terrains étaient des marées en plus de leurs autres types, ça a fait beaucoup de mana, et à partir du moment où on commence à avoir Sheol Dread et Grave Pact, et en plus, enfin le pacte de la tombe si vous connaissez pas, voilà, et en plus un boucher de Malakir, ça commence à faire très mal en fait. Donc du coup, c'est assez vite terminé. Aussi, il a accumulé une value assez terrible. En plus, on a commencé au départ à gérer un petit peu le deck Kikijiki qui commençait très vite à nous casser les bonbons, disons-le. Donc c'est vrai que là ça a été un petit peu compliqué. Voilà, pour ne pas dire plus. Donc Emric a gagné, et voilà, il a gagné ses 60 ticks supplémentaires, enfin 60 ticks au total.
Donc c'était assez intéressant quand même de voir ce deck. Et bon, moi mon Muldrota a fait n'importe quoi, donc du coup voilà, ça a été assez vite réglé. De l'autre côté, du coup, Emeric m'a parlé, en attendant que les autres finissent, il m'a parlé du deck contre lequel il était tombé, donc le deck combo qu'il y avait en fait sur sa table. C'est un deck Téchar. Alors si vous ne connaissez pas Téchar, je peux vous le lire. Alors j'ai la version anglaise sous les yeux malheureusement. C'est en fait une carte de Dominaria, une créature légendaire oiseau éclair, qui est une 2/2 vol pour 4, en blanc, uniquement. Et en fait, quand vous lancez un sort historique, donc c'est-à-dire un artefact, une légendaire ou une saga, vous renvoyez la créature, la carte de créature avec un coût converti de mana de 3 ou moins depuis le cimetière sur le champ de bataille. Donc là, l'intérêt c'est d'avoir une grosse value, c'est pas combo, voilà, combo infini. C'est vraiment, enfin, si, il y a une combo infinie que j'ai complètement oublié parce qu'en fait, la personne qui le pilotait est venue m'en parler après, puisque Emeric lui a demandé, il a dit, voilà, écoute, il est intéressé par ton deck. Et du coup, il m'en a parlé, il m'a montré un petit peu toutes les cartes, etc. Et en fait, on est vraiment sur la synergie créature-artefact, tout à 3 et moins. Il avait aucune carte en dehors de Téchar qui coûtait 4 et plus. Et vraiment, c'est de tirer un maximum de value, c'était toute la synergie du deck, faire en sorte de faire revenir énormément de cartes d'un coup sur le champ de bataille, jouer des cartes à 0 aussi, tiens, voilà, il parlait de... allez, Mana Crypt, il parlait également du Memnit, etc., Ornithoptère, tous ces trucs qui font finalement que pour 0, tu réanimes une bête qui coûte 3 ou moins depuis ton cimetière sur le champ de bataille, c'était énorme. Il avait trouvé plusieurs moyens de sacrifier des artefacts et des créatures gratuitement pour en tirer de la valeur déjà, et ensuite les faire revenir du coup en lançant un sort historique. C'est vraiment... Tout ce système-là, j'ai rarement vu quelqu'un qui avait autant réfléchi son deck dans les moindres détails. Même vous pouvez aller chercher des decklists sur le net, j'ai été regarder quand même les decklists et les cartes qui sont conseillées de manière générale, notamment sur EDH Rec si vous ne connaissez pas. Eh bien c'est simple, il y a des cartes que lui jouait que je n'ai trouvé nulle part. Et déjà le nombre de decks disponibles pour Téchar, c'est assez impressionnant de voir qu'il y en a très peu finalement. C'est assez énorme, parce que Téchar, c'est un commandant qui a un potentiel gigantesque. Cette decklist là, alors ce qu'il faut savoir c'est que le gars était mathématicien, donc lui c'est vraiment, voilà, il a vu les stats et tout, les possibilités, il a cherché les cartes, il a vu les différentes combinaisons possibles, il a fait voilà, toutes les statistiques possibles, et voilà, il a abouti sur ce deck là qui est vraiment une bombe, et je vous avoue que ça fait extrêmement envie. Alors je ne ferai pas de deck tech dessus parce que c'est pas mon deck déjà, et que je n'ai pas la liste complète, puisqu'il m'a montré qu'une partie en m'expliquant un petit peu les synergies. Alors je pourrais vous les expliquer sans problème, mais malheureusement je ne pourrais pas vous le faire le deck en intégralité. En tout cas voilà, encore une belle preuve que du coup ces grands prix, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui ont des façons de construire, des façons de jouer différentes. Et du coup bah, j'ai découvert un Imar Combo que je n'avais jamais rencontré, et de l'autre côté j'ai vu Téchar qui est un commandant qui est vraiment en bas de la liste des commandants qui sont joués. Tout en bas, hein, voilà, là je vois sur EDH Rec qu'il a 42 decks, c'est pas beaucoup, en comparaison avec d'autres qui sont à plusieurs centaines. Donc c'est vrai, c'est vraiment impressionnant de voir que certains ont réfléchi et que même sur des commandants qui sont pas très populaires, ils ont réussi à trouver une synergie et un mode de fonctionnement qui leur est totalement rentable, et du coup qui fait qu'en plus ils gagnent les games, voilà. Ensuite, du coup, pour le deuxième tournoi qui avait lieu à 13h30, alors là, ça a été, je pense que ça a été mon tournoi le plus long que j'ai jamais fait, à cause de moi en plus, voilà, parce que j'ai fait l'une de, je pense que c'est ma plus longue game de Commander, enfin à 4 joueurs, hein, parce que j'ai déjà fait des games de Commander très longues où on était beaucoup plus nombreux, où il y avait du plane chase par exemple en plein milieu, voilà, ou alors c'était du pentacle, voilà, enfin, du coup c'est très particulier comme mode de jeu, mais là on parle bien du Commander à 4 uniquement. Et donc le deuxième tournoi, il y avait 11 personnes cette fois-ci, ce qui est toujours assez bas, mine de rien, pour un side event qui est rentable. Donc on était 2 tables de 4 et une table de 3, j'étais à une table de 4 avec à ma gauche Loïc, qui est un joueur depuis le début de Magic, il nous en a parlé. Donc depuis qu'il avait 12 ans, il jouait à Magic, donc il a une collection assez énorme. On a vu tous les bilans passer d'ailleurs dans son deck, puisque il jouait un deck Breya, donc à part les quelques-uns qui n'étaient pas jouables. On a vu tous les bilans originaux dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, qui ont été joués sur son champ de bataille. Ça fait bizarre. Voilà, donc c'est quand même un très vieux joueur, mine de rien. Enfin, un très vieux joueur, il n'était pas vieux, hein, voilà. C'est un jeune encore, mais il a joué depuis les débuts.
Et il y avait ma chérie du coup qui jouait un deck Tessa. Alors Tessa la première, hein, celle qui fait sacrifier 3 créatures blanches pour exiler une créature, et qui fait des jetons, c'est un deck sacrifice blanc-noir. Et on avait en face de moi Miguel qui jouait un deck bleu-noir-rouge Marzil, qui lui, bah voilà, il prend les capacités des cartes qu'il exile, quand il en exile une quand il arrive sur le champ de bataille, c'est assez intéressant. C'est assez bizarre en fait comme mécanique sur Marzil, j'avais un doute sur comment est-ce qu'il allait fonctionner, et en fait on n'a pas vu Marzil de la partie, ça vous êtes au courant. Et moi je jouais du coup le deck Artefact Saeli, donc la dernière qui est sortie. Alors pas exactement la même version que le deck tech, parce que le deck tech c'est vraiment optimisé à fond, et bon avec le budget et tout ça, bon moi j'ai fait quelques coupures dedans parce que Peste Acier je ne l'ai pas et j'ai pas envie de le jouer, donc tout simplement. Donc j'ai enlevé quelques Eldrazi également, j'ai fait quelques ajouts de cartes que j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'ai découvert qu'il y a une carte que j'allais enlever durant cette partie. Pour en parler rapidement, je suis parti sur un tour 1, sachant que j'étais le premier à jouer en plus, sur un tour 1 du tonnerre, où c'est tour 1 Sol Ring caché, voilà. Ensuite, au tour 2, j'ai encore eu des cailloux qui sont sortis, et en fait, à la fin du tour 2, j'avais de quoi générer 6 mana. Autant vous dire que j'ai pris une avance considérable, et que du coup, ben, avec en plus Saeli qui permet de réduire les coûts, là j'ai vu en fait le deck Saeli dans une de ses meilleures sorties possibles, c'est-à-dire on met un maximum de cailloux, on joue Saeli pour jouer ensuite les grosses cartes. Et c'est arrivé très vite, ça a été très très rentable, et ben, en fait pendant un moment je me suis dit, ben voilà, la partie elle va être terminée très rapidement, on était au tour 4, je commençais déjà à poser des grosses decks, et je me suis dit, ben voilà, ça va vite être terminé. Et je me suis senti de jouer une carte que j'aime beaucoup, que j'ai conseillée dans la vidéo Saeli, mais que je n'ai pas mise dans le deck, si vous avez regardé la decklist. C'est l'Escoufle en fer tyran, une 6-5 vol piétinement, qui quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous récupérez tous ces artefacts de manière définitive. Et si jamais au début de votre entretien vous contrôlez 20 artefacts, vous avez gagné la partie. Je me suis dit, voilà, c'est le moment, là j'ai 18 artefacts au total. Il me suffit de pouvoir en générer quelques-uns supplémentaires avec Saeli, de faire quelques petits cerveaux en plus, et c'est fini, la partie elle est terminée. Et je me suis fait piquer mon Escoufle en fer en fait par Miguel, puisqu'il avait des sorts pour prendre le contrôle de manière définitive aussi d'une de mes créatures. Et de l'autre côté, il avait en plus des jambières d'éclair. Pourquoi je précise les jambières d'éclair? Tout simplement parce que Miguel a pris le contrôle de mon Escoufle en fer, il a équipé les jambières d'éclair, il m'a attaqué avec, et j'ai perdu absolument tous mes artefacts en un coup. Donc Miguel s'est retrouvé avec 19 artefacts au moment où il a récupéré. Autant vous dire qu'on serrait les fesses à table. C'était très compliqué, et finalement on a réussi à raser son board, et donc du coup aussi le nôtre. Ça a été voilà, un rasboard complet, je sais plus ce qu'on avait joué, mais en gros on a fait un rasboard, et ça a été très intéressant pour tous. Le seul souci c'est que du coup moi je n'avais plus d'artefacts, et j'étais un petit peu mal. Ça a mis quelques tours en plus à se faire, hein. On s'est dit pendant un moment, il y en a qui ont voulu abandonner à table en disant bah non mais c'est bon là il va gagner. On a tenu le coup, on a réussi à gérer la chose, top deck de l'Apocalypse hein, évidemment. Et du coup bah, ça a été une hécatombe un peu pour moi aussi, parce que finalement c'est mes artefacts qui sont partis au cimetière, même si Miguel avait failli gagner avec. Et voilà, j'étais un petit peu choqué, j'étais un peu pas trop content quoi. Et bon, j'ai réussi à piocher une carte qui m'a remis dans la partie, c'est tout simplement la maîtrise de la ferraille. Je vous en avais parlé dans la vidéo Saeli, et j'ai insisté sur le fait que c'était important d'avoir une carte aussi intéressante pour une récursion totale de vos artefacts. Eh bien, je peux vous avouer que ça a été extrêmement bon, tout simplement. Puisque bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, vous exilez toutes les cartes d'artefacts de votre cimetière, puis ensuite vous sacrifiez tous les artefacts que vous avez sur le champ de bataille, et vous remettez toutes les cartes exilées de cette manière sur le champ de bataille. Donc, c'est vraiment une récursion totale, alors sachant que tous les joueurs le font, mais vu le peu de jeux artefacts qu'il y avait, parce que bon, Bria n'est pas très bien sorti, il faut l'avouer. Donc du coup, il y a une récursion de quelques cailloux de chaque côté. Bon, Miguel a récupéré ses jambières d'éclair aussi, important pour la suite. Et de mon côté, voilà, j'ai récupéré tout mon board, ce qui a été absolument énorme, puisque j'avais des réducteurs de coûts aussi qui étaient sur le champ de bataille, du style l'inspecteur de la fonderie, le familier de Joyra, qui est vraiment top pour le coup.
Et c'est parti un petit peu en cacahuète en fait par la suite, puisque Miguel m'a bouncé mon board 2 fois, puisqu'il avait caisse avec Cyclonic Rift. Donc voilà, la faille cyclonique qui renvoie tous les permanents non terrain que vous ne contrôlez pas dans la main de leur propriétaire, pour 7. Il me l'a fait 2 fois, il a joué des tours supplémentaires, etc. Mais moi derrière, en fait, j'ai rebuildé tellement vite, j'ai pu remettre tous les artefacts de ma main sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que, Mana Crypt déjà, Sol Ring, du coup quand même des artefacts qui font plus de mana qu'ils n'en coûtent, donc du coup c'est de la value pure. Derrière, les 2 artefacts qui me permettent de réduire le coût de mes artefacts. Enclume d'apparence, dont je vous avais parlé, qui réduit le coût de la carte que vous avez exilée avec. Enfin, pas de la carte, mais des cartes qui partagent un type avec. Et du coup, quand vous exilez par exemple un simulacre solennel, et que du coup vous réduisez le coût de vos artefacts et de vos créatures de 2, d'un seul coup, en fait, j'ai pu jouer tous mes artefacts qui coûtaient 4 gratuitement, tout simplement. Et ça a été une hécatombe. Enfin voilà, ça a été, ok, je rebuild mon board le tour où tu me l'as bouncé. Parce que j'en ai rien à faire en fait, je peux... j'ai tellement de cailloux, j'avais tellement de mana, je crois qu'il n'y a que 3 cailloux que j'ai pas vu dans le deck à la fin de la partie. Et d'ailleurs j'ai fait également une directive de Saeli à 33, donc ça va révéler les 33 cartes dessus de votre bibliothèque, vous mettez tous les artefacts qui coûtent 33 au moins sur le champ de bataille, et tout le reste au cimetière. Bon alors du coup j'ai perdu quelques cartes qui étaient sympas mais sans plus, ça a beaucoup filtré mes terrains qui traînaient encore dans le deck et dont je n'avais plus besoin. J'ai récupéré beaucoup de value et surtout je n'ai pas mis au cimetière mes Eldrazi dont j'avais besoin. Donc voilà, puisque c'était quand même un peu une de mes conditions de win. Et ça a été une bataille à 2 ronds, parce qu'à un moment, j'ai eu en fait un ange de platine que j'ai mis sur le champ de bataille, bien sûr. J'avais une forge de son brassier que j'ai mise aussi sur le champ de bataille, parce que c'était pour protéger tout mon board. Et en fait, je n'avais pas calculé que Miguel allait me mettre un métamorphe Phyrexian qui copierait l'ange de platine et auquel il attacherait les jambières d'éclair. Donc du coup... il avait un ange de platine avec le linceul, et du coup il ne pouvait pas perdre la partie, et je ne pouvais pas la gagner, et je ne pouvais pas perdre la partie, il ne pouvait pas la gagner. Là c'est à ce moment-là que les 2 autres joueurs ont décidé d'abandonner, parce qu'on a mis 1h30 pour finir la partie à partir de ce moment-là. Ça a été terrible. Terrible. Donc, j'ai fini par gagner en fait à 1 point de vie près à cause d'un misplay de la part de Miguel, mais... il faut lui pardonner, il a joué très bien, honnêtement, ça a été un très bon joueur, il a fait beaucoup de choses. Il m'a piqué mon ouvrier métallurgiste d'ailleurs aussi. Bon, il me l'a pas piqué en vrai, hein, il me l'avait piqué durant la partie. Et voilà, il a très bien joué, sachant qu'en plus c'était l'un de ses premiers gros tournois. Donc il avait fait en plus celui du matin, mais je n'ai pas joué contre lui. Et du coup c'est vrai que ça a été très intéressant de jouer contre lui, et puis je pense qu'il a beaucoup appris, que moi aussi. Voilà, j'ai appris qu'il y a une de mes cartes qu'il faut que je dégage déjà, puisqu'elle joue contre moi en partie. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. Je pense que la judge qui est restée avec nous a beaucoup appris aussi, et que les 3 autres judges qui sont venus nous voir durant la partie ont aussi appris des choses. Donc voilà, c'était un petit peu un bon moment à passer avec Miguel. Bon, je suis très content d'avoir gagné la partie évidemment, mais à part du coup le misplay sur lequel il a perdu, il méritait autant de la gagner que moi. Et bon, j'ai fait aussi quelques misplays auparavant, j'aurais pu gagner plus vite aussi. Donc franchement, peut-être l'une des meilleures games de Commander que j'ai pu faire, et surtout qui me prouve que ce deck Saeli, c'est une valeur très sûre. C'est l'un des premiers decks artefacts en fait qu'on peut faire en bleu-rouge. Alors bon, certes, uniquement en bleu-rouge, hein, je parle pas de Breya qui est aussi génial en artefact, mais ce deck Saeli pour moi c'est vraiment une référence, parce que bon, Joyra qu'on avait eu dans Dominaria était aussi intéressante pour l'artefact parce que vous faisiez de la value, mais elle n'était pas aussi polyvalente en fait que Saeli. Donc autant pour créer des artefacts que pour réduire le coût des sorts en fonction des artefacts. C'est vraiment un deck que j'aime beaucoup et qui fonctionne vraiment bien en fait. J'ai eu très peu de parties durant lesquelles ça s'est mal passé avec. À part bon évidemment quand on m'a rasé mon board, mais il y a moyen encore il y a quelques moyens de récursion. Donc vraiment ce deck là, Saeli, j'aime beaucoup la version que j'en ai faite et je pense que je continuerai à le jouer tout simplement. Et du coup, la deuxième ronde, parce que pendant ce temps-là, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que, étant donné que toutes les tables avaient fini depuis 1h30, en fait, il y a 2 joueurs qui ont décidé d'abandonner, de partir, et il y a une table de 4 qui s'est créée. Donc du coup, ça a été un peu le bordel après pour
pour organiser les différentes tables. Et donc on s'est retrouvé à 3 avec Steve, encore une fois, qui ne jouait pas Animar Combo cette fois-ci, mais qui jouait Captain Cissé. Captain Cissé, pardon. Donc en blanc-vert. Mais j'ai pas eu le temps de voir son deck sortir pour une raison assez idiote. Donc moi je continue avec Saeli, hein, évidemment, puisqu'on garde le même deck. Et de l'autre côté, on avait Seigneur Vendée Vertu, par un ami de Steve. Et du coup, ça a été assez violent, puisque ça a été pet terrain, pet artefact. J'ai pas pu jouer de la partie quasiment. Ça a été vraiment très limité. Je pense que Steve a pris encore plus cher que moi, puisqu'il a quasiment rien pu jouer. Donc c'était un deck autour de la value et d'empêcher les adversaires de jouer. Il a en plus le troisième joueur en fait a commencé la partie. Il a posé exploration tour 1. Donc du coup ça a été ok, bah, je pose 2 landes au tour 1, d'accord, très bien. Et puis au tour 2 et puis au tour 3, il avait beaucoup de terrain en main. Il a pu se défausser, ça a été un peu le bazar. Et il a tiré une value assez énorme de son deck. Et malheureusement on n'a rien pu faire. Tout simplement parce que bah, il est tombé à 16 points de vie je crois dans la partie. Mais il s'est fait mal tout seul en fait. Et nous on a pu le taper 1 ou 2 fois avec nos créatures. Mais il était parti dans une combo où en fait on est pété un terrain par tour. Donc c'était vraiment très chiant. Et lui il avait un avantage assez énorme quoi. Je veux dire il avait 8 terrains alors que nous on en avait à peine 3. Donc c'est aussi un des deck tech qu'on m'a demandé sur Seigneur Vendée Vertu. Lui était parti d'une decklist Legacy que je ne connais pas, hein, qui est autour des terrains aussi, de pet terrain. Et il l'a juste amélioré et adapté pour le commandeur. Et je vous avoue que j'ai presque l'impression que c'est l'une des seules directions que ce deck peut prendre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, on va vouloir tirer une value supplémentaire dans nos terrains, pas juste les jouer ou les défausser pour Seigneur Vendée Vertu et les renvoyer sur le champ de bataille ensuite, et que ça nous fasse du mana. L'intérêt, ça va être de tirer une value en disant, bah, par exemple, je sacrifie mon terrain pour avoir un effet particulier. Et la plupart, quand même, il faut avouer qu'il y a des terrains qui sont utiles, qui se sacrifient parce qu'ils pètent des terrains, c'est tout. Et malheureusement, ben, c'est vrai que ça fait mal de voir que, ben, du coup, le seul moyen de jouer Seigneur Vendée Vertu, ou l'un des moyens les plus efficaces, c'est de péter des terrains avec vos terrains. Et du coup, ensuite de les faire revenir avec Seigneur Vendée Vertu, avec Creuser des Mondes, avec l'Excavatrice de Ramunap. Tous ces cartes-là qui permettent de tirer une value supplémentaire des terrains qui sont au cimetière. Et du coup, je vous ferai peut-être un jour, j'espère prochainement, un deck tech sur Seigneur Vendée Vertu. Mais c'est vrai que bah, il reste... je pense que j'ai pas encore tout exploré sur les possibilités de ce deck. Et donc du coup, on en parlera peut-être une prochaine fois. Alors là, on a parlé du Grand Prix. Le dimanche a été assez calme pour plusieurs raisons. Je vais vous parler juste de 2-3 petites choses en plus du Grand Prix, ou du moins qui sont déroulées, ou qui ont eu un impact lors du Grand Prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais très impatient d'aller au Grand Prix pour une raison. Alors, bon, pour vous rencontrer, oui, d'accord. J'ai rencontré d'ailleurs seulement une personne qui a pu nous trouver, et ça m'a fait extrêmement plaisir de te voir, toi, inconnu. J'ai même pas demandé le prénom, parce que j'étais surpris, en fait, d'avoir quelqu'un qui me dise « Ah bah tiens, mais t'es Runim !» J'ai dit « Oh, on m'a reconnu, quoi, hein. Donc, en plus, j'étais au milieu d'un draft avec un ami, donc... c'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion de te parler, toi, inconnu, qui certainement suit la chaîne, du coup, puisque tu m'as reconnu. En tout cas, merci d'être venu me voir. J'aurais voulu parler plus avec toi. Et puis, comme je t'ai dit, voilà, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire et que je n'arrêterai pas de sitôt, évidemment. Ça m'a fait extrêmement plaisir, du coup, d'avoir cette personne qui est venue me voir et qui m'a dit merci. Parce que bon, c'est vrai que me dire merci dans les commentaires de la vidéo, bah c'est extrêmement gentil, ça me fait toujours plaisir. Mais alors là, en plus, le fait de le voir en vrai, c'est encore un autre niveau, se dire waouh, en fait, ce que je fais, c'est pas inutile, il y a des gens qui sont contents et qui progressent. En plus, c'était un nouveau joueur de commandeur qui a fait un deck tribal ondin, bleu-vert. Donc voilà, je suis très content pour lui de voir que mes vidéos ont pu être utiles. Bon, j'ai pas fait de deck ondin en deck tech, c'est sûr, mais au moins il a pu progresser et se construire un deck qui apparemment fonctionnait bien. Donc, je regrette de ne pas avoir pu le tester avec lui d'ailleurs, mais c'est vraiment... ça fait vraiment du bien en fait. Voilà, ça fait vraiment du bien de savoir que ce que je fais, ça vous fait plaisir et que ça vous aide à avancer, et que vous avez des opinions dessus aussi, vous n'êtes pas forcément d'accord. Notamment, je vais parler un petit peu rapidement de la dernière vidéo sur la mana base.
Je ne l'aime pas cette vidéo parce que pour moi elle est pas complète, j'ai l'impression d'avoir loupé des choses. Il y a quelqu'un en commentaire de la vidéo qui m'a dit oui bah tiens t'as oublié telle et telle lande. J'ai dit ah mais oui mais comment est-ce que j'ai pu faire pour les oublier? Comment est-ce que j'ai pu oublier les landes de Battle Bond? Ceux qui arrivent sur le champ de bataille dégagé quand vous avez plus d'un seul adversaire. Donc vous êtes là, ouais bah c'est vrai c'est couillon, je peux faire des oublis c'est sûr. Mais il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas content parce que je pourrais améliorer les choses. Et pareil, au niveau des vidéos, je pense que je pourrais faire des choses mieux. Mais malheureusement, bah, ça demande du temps, ça demande encore plus de travail. Et bah, malheureusement, j'en ai pas beaucoup de temps. Mais je ferai tout ce que je peux avec le temps que j'ai pour que ça vous fasse plaisir, pour que vous puissiez apprendre des nouvelles choses ou qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, bah, c'est ça. C'est un petit peu mon mea culpa, mais aussi ma promesse pour les vidéos à venir. Et bon voilà, on va pas en reparler pendant des heures. Hein. Dimanche, pourquoi est-ce que j'étais aussi peu disponible? Tout simplement parce que bah, je devais repartir tôt, puisque bon, j'ai de la route quand même pour revenir chez moi. Et de l'autre côté, j'avais surtout plusieurs choses organisées. Bon déjà, le vendredi, j'ai pu rencontrer Magali Villeneuve, dont je suis fan. Ça, si vous ne savez pas, je pense que je ne l'ai jamais dit en vidéo, ou j'ai peut-être dû le dire rapidement. Je suis un grand fan de Magali Villeneuve, de son travail, je trouve qu'elle fait un travail magnifique, et que, bizarrement, depuis qu'elle a commencé à travailler pour Wizard, et que surtout elle a été mise en avant via les différentes grosses cartes qu'elle a pu faire, Léovold, évidemment Chandra, eh bien, j'ai l'impression que le travail global des artistes dans l'univers de Magic s'est amélioré considérablement. C'est une impression, alors peut-être que c'est en fait que le niveau de tous les artistes a augmenté naturellement, parce que bon, les moyens techniques, etc. ont peut-être été améliorés. Donc moi je trouve que elle fait un travail exceptionnel. Si elle est autant mise en avant via les cartes qu'elle fait, via les illustrations qu'elle fait, c'est pas seulement parce que voilà, elle a eu de la chance de tomber sur telle ou telle carte, c'est juste que, à mon avis, comme Wizard apprécie énormément son travail et que son travail est apprécié par la communauté, du coup elle est encore plus mise en avant. Et du coup sa réussite finalement autour de ces cartes-là, enfin autour de notre univers de Magic, eh bien c'est tout simplement parce que on apprécie énormément le travail qu'elle fait et qu'elle fait un travail absolument fabuleux. Et en plus, si vous ne l'avez pas rencontrée, si vous ne l'avez jamais vue, c'est une personne absolument adorable, voilà. En fait, la raison pour laquelle j'ai eu si peu de temps disponible le dimanche, c'est que je suis judge. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plusieurs mois que je suis judge maintenant. J'ai été certifié et tout ça, voilà. Ça a été un peu une manière de rendre les choses clean, parce que j'avais aidé à l'organisation de plusieurs tournois auparavant. Et là, bah du coup, je suis judge. Et malheureusement, je n'ai pas été sélectionné pour le Grand Prix Lille. J'ai pas assez d'expérience dans les gros tournois, c'est normal. Et du coup, j'ai quand même participé à autre chose, le community stand en fait, qu'il y avait à l'entrée du Grand Prix. Et du coup, bah, durant toute la matinée, j'ai aidé les joueurs pour des énigmes qu'on avait à proposer, etc. J'ai parlé un petit peu du rôle d'arbitre. J'ai aidé également d'autres judges sur des énigmes qu'on avait à proposer. Et j'ai aussi autre chose dont je dois vous parler. Je vous ai parlé de Steve, qui a joué Animar, Combo, puis qui a joué également Captain Cissé. Et Steve, en fait, fait partie d'un groupe de jeux belge, enfin un groupe, voilà, ils ont plusieurs joueurs à jouer ensemble en commandeur. Ils se retrouvent tous les jeudis soirs, si je ne me trompe pas. Steve, tu me diras si je me suis trompé. Parce que je sais en plus que Steve s'est abonné à la chaîne, donc ça fait extrêmement plaisir aussi. Et Steve, en fait, a développé un site web sur lequel ils font quelque chose d'assez particulier, mais de très intéressant pour le commandeur. En fait, ils enregistrent leur deck. Alors, pas forcément la decklist complète, je sais plus si c'est une decklist complète ou juste le nom du deck. Et en fait, le groupe de jeu, après chaque partie, va décider de mettre une note au deck, alors à chaque deck en question, en fonction des différentes catégories. Voilà, le contrôle, les combos, l'aggro. Bon, je sais plus s'il y a d'autres catégories, hein, tu me rediras, Steve, dans les commentaires si tu regardes la vidéo. Et en fait, ce site-là, il est très intéressant parce qu'en fait, ça leur permet d'avoir un niveau, en fait, d'avoir une cote pour le deck. Du style, bah voilà, ce deck-là, c'est un très bon deck, c'est une cote de 90 sur 100. Ce deck-là, c'est un deck plutôt moyen, mais qui fait des choses sympas, donc c'est un 70 sur 100. Voilà, donc c'est une cote qui est calculée vis-à-vis des... Voilà, ils se mettent d'accord entre eux en disant, bah voilà, ce deck-là, il mérite une telle cote, parce que voilà, on met une note sur chacune des parties du deck, et bah c'est vrai que du coup... Ça permet, comme il me l'a dit, en fait, de niveler énormément les parties. Ça fait que tout le monde est à peu près sur un pied d'égalité parce qu'on dit « Ok, bah ce soir, moi je ramène des decks qui ont une cote de 80, mais pas plus. » Donc, si jamais quelqu'un veut jouer un deck 70, il peut le faire aussi. Mais généralement, du coup, ça fait que les parties sont beaucoup plus
équilibré entre les différents decks. Ça évite d'avoir des decks qui sont pas bons en fait, ou de pas être sûr de ce que les autres joueurs vont jouer, de se retrouver avec des decks qui sont full optimisés et qui vont vous défoncer la gueule quoi. Alors que vous ramenez avec un deck qui a une cote de 40 par exemple. Donc ce système-là, je le trouve très intéressant parce qu'en fait, ça permet à la fois, du coup, comme Steve m'en a parlé, c'est que lui, il a amélioré certains decks pour voir si la cote augmentait en disant je vais changer les cartes et tout, voir si le nombre de wins augmentait. Et c'est arrivé en fait, tout simplement, en regardant la cote d'origine et en regardant la cote des versions 2, des versions 3, version 4 du deck. En fait, à chaque fois, il voit qu'en changeant telle ou telle carte, il augmente la cote du deck parce que du coup, les adversaires voient que le deck fonctionne mieux, mais aussi il augmente le nombre de wins qu'il fait. Donc du coup, ça lui permet vraiment d'évaluer, tiens, en mettant en place cette synergie-là, en mettant ces cartes-là en place, ça me permet d'améliorer mon deck. De l'autre côté, du coup, les autres joueurs ne sont pas dégoûtés parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Si jamais ils viennent si jamais on propose une soirée à 90 de cote, ils savent qu'à ce moment-là, ça va être des gros decks, donc du coup, ils sont prévenus un petit peu. Et si jamais ils savent que c'est une soirée où on fait des tests sur des petits decks, du coup, ça va être une cote de 50. Et du coup, ce qui fait que finalement, les parties de commandeurs de ce groupe-là, elles deviennent intéressantes sur plusieurs points. Déjà parce qu'elles permettent de tester des decks et de les évaluer ensemble. Donc du coup, il y a aussi, un aspect un petit peu communautaire. C'est que on est tout seul à construire le deck de base, mais finalement, on récolte des conseils auprès des autres après avoir joué au moins le deck une fois et avoir regardé la decklist ensemble et l'avoir évalué. Donc c'est ça aussi, c'est que il y a vraiment un gros intérêt là-dessus où vous n'êtes pas tout seul. Ce système-là vous permet aussi d'évaluer votre capacité en fait à améliorer votre deck. Et de l'autre côté, ça permet justement, si jamais il y a des nouveaux decks qui arrivent, des nouveaux joueurs qui arrivent, de faire en sorte de baisser le niveau aussi, de dire « Ah bah tiens, j'ai un ami qui vient jouer avec moi dans mon groupe, mais je sais que ces decks sont pas full optimisés, donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas, par exemple, une soirée à 50 au niveau de la cote des decks ?» Et là, par exemple, le gars pourra se sentir un petit peu plus à l'aise. Puis après, on lui montrera, on lui dira, écoute, on peut peut-être t'aider à améliorer ton deck, etc., pour que tu augmentes la cote au fur et à mesure, et ensuite monter le niveau avec des decks qui ont une cote supérieure. Alors du coup, ça nécessite évidemment d'avoir plusieurs decks commandeurs, mais c'est vraiment intéressant, parce que personnellement, je joue dans un groupe de jeu actuellement, où je sais que les decks ne sont pas full optimisés. Il y a vraiment je vais pas dire les lacunes, mais il manque encore pas mal de cartes pour que les decks soient vraiment très optimisés. Et des fois, on garde un peu les cartes du préconstruit, on met des cartes un petit peu filler comme ça qui sont pas terribles, mais qui vont à peu près dans le même état d'esprit que le deck. Mais voilà, du coup, ça permettrait aussi, personnellement, voilà, de faire en sorte d'avoir cette cote-là et de pouvoir jauger et dire, voilà, tel deck, il y a une cote de autant, et du coup, on peut se permettre de faire des soirées, on va dire, ok, on ramène des decks avec autant de cotes. Sachant qu'en plus, dans mon autre boutique, enfin, mon ancienne boutique, celle où je jouais avant, je leur fais un coucou, hein, je pense fort à eux, c'est vrai qu'on était dans des decks beaucoup plus optimisés. Donc du coup, c'était moins utile comme outil. Mais là, sur une boutique dans laquelle il y a des joueurs qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui sont là depuis beaucoup moins longtemps, des joueurs qui sont très récents dans le Commander, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce genre d'outil. Et justement, j'en ai parlé avec Steve, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen en fait de le rendre public cet outil? Du coup, de par exemple s'authentifier sur le site et de mettre derrière les différents decks du groupe en question et de faire du coup de faire les codes comme toi tu fais avec ton groupe de jeu. Steve, tu me diras du coup si c'est toujours possible, mais Steve m'en a parlé et m'a dit que c'était tout à fait possible et que ce serait pas extrêmement compliqué. Je vous avoue que si jamais cet outil devient public, que je peux m'en servir, je serai le premier à l'utiliser. Avec mon groupe de jeu, voilà, on sera les premiers, sachant qu'on est assez nombreux, donc du coup il y a des niveaux assez disparates, donc ça va être très utile. Et franchement, je serais très content de l'utiliser et je serais très content de faire la publicité autour si jamais Steve pense que cet outil peut tenir le coup, en fait, enfin le site web peut tenir le coup face à un trafic, on va dire, assez important. Donc vraiment, moi je pense que c'est très utile sur plusieurs points et que ça pourra vraiment améliorer. Alors là c'est pas dire je vais améliorer mon deck uniquement, mais je vais plutôt améliorer l'ambiance dans mon groupe de jeu, si vous avez tendance à jouer avec toujours les mêmes personnes, ou que justement il y a des nouvelles personnes qui viennent dans votre groupe, ou que les niveaux sont différents, que l'expérience de jeu n'est pas la même. C'est vrai qu'avoir cette cote là qui peut vraiment aider à niveler un petit peu et à dire ok je vais prendre un deck qui est un petit peu moins fort, parce que c'est vrai que la cote est un peu trop élevée par rapport à la tienne. Voilà. C'est vraiment ce qui m'intéresse et ça résout, on va dire, l'un des plus gros soucis du Commander qu'on peut avoir, c'est-à-dire les différences de niveau entre les joueurs et les decks. Enfin, j'ai une chose dont je dois vous parler, c'est un projet de vidéo
Alors non, c'est pas le Game Nights français, pour ceux qui demanderaient, puisque bon, techniquement c'est trop cher, j'ai pas les moyens techniques, j'ai pas les finances pour le faire, pas tout de suite, il faudra attendre quelques années à mon avis pour que ça arrive, mais ce projet de vidéo il se rapproche encore une fois de quelque chose que fait The Command Zone, donc du coup pas Game Nights, donc The Command Zone, si vous le connaissez pas, c'est un podcast américain qui parle du commandeur, et qui est, ben, en fait on va le dire totalement l'inspiration de la tour de commandement. Alors, je ne vais pas regarder les vidéos de la tour de commandement, enfin pardon, de la command zone pour faire celle de la tour de commandement. C'est-à-dire par exemple, je n'ai pas regardé les vidéos sur les guildes de Ravnica pour faire la mienne. J'ai même pris le temps de le faire après. Voilà, je publie la vidéo et je vais regarder leur review après. D'ailleurs, ça m'amuse de voir que des fois, la plupart du temps, on est quand même souvent d'accord sur ce qu'il faut, sur la valeur des cartes, etc. et sur ce qu'elles valent. Pour vous prévenir, en fait, The Command Zone a sorti récemment 2 épisodes très spéciaux. Je pense que personne en dehors de eux n'aurait pu le faire en fait dans le YouTube actuel, enfin même, je veux dire dans Magic en général. Ils ont fait en fait analyser 300 parties différentes de Commander, plus de 300 parties, pour retirer les statistiques diverses et variées. Ça peut être, voilà, est-ce que c'est important de commencer en premier? Est-ce que le Sol Ring tour 1 ou tour 2 est important? Quelles sont les couleurs qui ont tendance à vous faire gagner le plus? Et aussi quelles sont les combinaisons de couleurs qui ont tendance à gagner le plus. Est-ce que telle ou telle carte est intéressante, etc. C'est vraiment de l'analyse en fait de gameplay et non plus juste de dire bah oui tiens dans un deck artefact il y a autant d'artefacts et il y a autant de créatures. Dans un deck enchantement on a tant d'enchantements et tant de créatures. Aussi quel type de deck vont gagner pardon dans les statistiques qu'ils proposent. Du style bah est-ce que les decks qui ont beaucoup de créatures gagnent plus que ceux qui ont beaucoup d'artefacts par exemple. Donc c'est vrai que ces statistiques-là étaient très intéressantes, ces 2 épisodes de 1h30. Alors par contre, si vous avez du temps en voiture, n'hésitez pas à l'utiliser pour les écouter, c'est vraiment très intéressant. Mais justement, si vous avez du mal avec l'anglais, c'est un petit peu ce que je voulais proposer. J'ai 2 possibilités en fait. La première, c'est tout simplement que j'ai envoyé aujourd'hui un mail à The Command Zone, donc à Jimmy et Josh, pour demander en fait la permission de réutiliser les statistiques qu'ils ont sorties, sachant qu'elles ont été révélées de manière publique, donc vous pouvez aller regarder aussi. Et en fait, tout simplement, de réutiliser, enfin de faire une traduction, enfin une vidéo traduction de ce que eux ont pu dire, parce qu'ils ont fait une analyse derrière. Hein, c'est pas juste, tiens, voilà les stats, voilà les stats, voilà les stats. Ils expliquent aussi pourquoi. Alors, ce sont des suppositions. Moi aussi, j'ai mes propres suppositions d'ailleurs sur ce qu'ils ont pu rajouter. Et du coup, je pense que je vais leur demander la permission de pouvoir réutiliser ce que, du coup, Josh et DJ, donc qui est l'autre, qui est le guest actuel de The Command Zone, je vais leur demander la permission, du coup, de pouvoir réutiliser en fait ce qu'ils ont pu dire dans la vidéo et de les traduire en français, et en plus rajouter moi ma propre analyse. Si jamais ça n'est pas accepté, ce que je peux totalement comprendre, hein, c'est leur contenu, ça a été un travail titanesque, ils ont investi de l'argent dedans, ils ont engagé des personnes pour le faire, c'est totalement legit, je leur en voudrais pas, hein, je veux dire je les admire beaucoup pour leur travail. Si jamais ce n'est pas le cas, je me lancerai dans un projet assez titanesque aussi, c'est-à-dire de traduire intégralement les vidéos qu'ils ont pu faire. Alors, traduire, ça veut dire que je vais faire les sous-titres de la vidéo en question, enfin les 2 vidéos en question, pour que vous puissiez y avoir accès. Parce que pour moi, ces statistiques-là, ce qui a été donné dans ces vidéos, c'est extrêmement intéressant. Ça a changé un petit peu ma façon de voir le commandeur, parce qu'il y avait des choses sur lesquelles on est très établi. Par exemple, le tour 1 Sol Ring, on est là, mon dieu, c'est tellement fort. Et finalement, dans la vidéo, on voit que ça n'est pas tellement le cas. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite toutes les statistiques, parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais ça m'intéresserait énormément de pouvoir faire ça, et de pouvoir vous donner ça, pour que vous puissiez tout simplement avoir accès à ces informations. Donc voilà, un gros projet, j'espère pouvoir le mener à bien, si possible, d'ici la fin de l'année, quoi. Donc voilà, ça va quand même être assez long, vu que les vidéos sont longues en elles-mêmes, et qu'il y a encore pas mal de choses à dire, je pense, sur ce qu'ils ont pu rajouter. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire, là c'est déjà une longue vidéo, je sais que bon, je devrais les raccourcir un petit peu, mais bon, il y avait pas mal de choses à raconter, je vous ai raconté un petit peu les situations avec le commandeur. J'ai beaucoup appris personnellement aux alentours de ce GP, donc autant, voilà, bon, en tant que judge, en tant que joueur de commandeur, ça a été vraiment une belle occasion de rencontrer des nouveaux joueurs, et j'espère que bah, du coup je les recroiserai à un moment ou à un autre, et qu'on pourra à nouveau jouer ensemble et papoter ensemble, voilà.
Il me reste juste à remercier Geoffrey Palmer pour l'animation de cartes dans l'introduction de la vidéo, comme d'habitude. Et de l'autre côté, vous pouvez le retrouver sur Twitter, lui, @livingcardsmtg, MTG en français. Et vous pouvez aussi retrouver la tour de commandement @tourdecom sur Twitter, avec 2 M. Et aussi sur notre adresse mail, si jamais vous avez quelque chose de plus long qu'un commentaire à nous donner, tourdecommandement@gmail.com. Et vous pouvez me retrouver moi, Eronim, sur Twitter aussi, @eronimfr. Je vous conseille vraiment de nous suivre sur les réseaux sociaux, puisque s'il y a des informations supplémentaires qui seront divulguées dessus. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, salut à tous et bye bye.